Georges. Je faisais l'amour avec lui depuis le samedi après-midi jusqu'au vendredi soir. À ce moment-là, c'était un bon compagnon. Tu voulais me voir, chérie? Oui, je voulais te voir. Je voulais absolument que tu sois là. Je tenais à te présenter mon ex. Oh, t'es lourd, hein. J'ai très bien entendu. Bon, excuse-moi. T'avises pas de recommencer. Yves, je te présente Georges, l'homme le plus classe du monde. Georges, je te présente Yves, mon ex. C'est lui, Georges? Eh bien, bravo. Permets-moi de te demander ce que tu fais avec un mec pareil. Mais c'est les bonbons qui collent au papier. Mon cher Yves, je vais te dire pourquoi je suis avec Georges. J'aime les hommes qui ont de la classe. J'ai envie d'aller au GOG. Encore que parfois, il arrive que les apparences soient trompeuses. Pour Christelle, ton mec, je vais lui massacrer la tête. Mais pas tout de suite, non, pas maintenant. Quand il s'y attendra pas. T'es pas très très courageux. J'en ai rien à foutre d'être courageux. Tout ce que je sais, c'est qui va payer. Que ce soit demain ou même dans 20 ans, il va mourir. Et il mourra pas de sa belle mort, crois-moi. Tu préfères pas qu'on fasse la paix, plutôt? C'est tout ce que t'as à dire, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui est en jeu. Si c'est notre honneur, vas-y toi de battre. Georges finit par se lasser de moi, alors il est parti avec une Québécoise. Une belle petite salope. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 12. Cette semaine, émission hard détournement, définir la classe et enculer de ta race. C'est avec classe qu'on admire, si vous permettez, croyez-nous, car c'est votre classe qui nous attire et vous le savez, ça se voit. C'est avec classe qu'on vous désire, mais dans le respect en tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Aya Nakamura. On reconnaît les musicologues une fois de plus. Donc, nous allons parler ce soir de classe à l'occasion de la diffusion ce week-end dans les salles rennaises et peut-être bientôt dans le reste de la France, voire le reste du monde, d'un documentaire aux origines de la classe, histoire d'un grand détournement. Donc, film Making of sur la fabrication de la classe américaine, le film culte de Dominique Mézeret et Michel Hazanavicius qui va bientôt fêter ses 31 ans. Et nous avons la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir son producteur, monteur, mixeur, metteur en scène, scénariste, Romain Mulard. Romain, bonsoir. Bonsoir. Les plus anciens et anciennes auditeurs et auditrices de cette émission ont probablement le souvenir de Romain qui a présidé à la mise en son de cette émission pendant 4 ans, 5 ans. Il y a de ça plus d'une dizaine d'années. Déjà, cela ne nous rajeunit pas. Et donc, Romain, depuis, tu as... notamment dans ton parcours, on va dire, professionnel, tu es notamment l'animateur-créateur de la chaîne Domitor qui revient sur, on va dire, des tropes ou des questions un peu inconnues de l'histoire de cinéma que tu mets donc en lumière. Et ce film-là, mais nous en reparlerons, sera un peu comme une version méga giga in extenso des problématiques que tu traites assez régulièrement dans tes vidéos. Et pour parler de ce joli programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Os à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et avec nous également Simon Danilou, dit l'ancien. Bonsoir Simon. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Coucou Margot. Et donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda local pour commencer. Donc nous allons largement en reparler tout à l'heure. Ce dimanche, donc au cinéma Arvor à partir de 19h30 dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Ce sera donc La classe américaine qui sera précédée du documentaire de Romain aux origines de la classe, mais nous en reparlerons. Sinon, la semaine prochaine à Cinémaniacs, le mardi soir, le 3 décembre à 20h sur le campus de Beaulieu, donc au Diapason, ce sera Dark City de Alex Proyas qui passera pas mal, mon film. Oui. Pas mal, à revoir.
Demain, au tambour, double programme autour de l'eau avec de la flotte qui mouille et des gens chelous avec à 18h15 le bateau phare de Jerzy Skolimowski. Très chelou. Oui, très chelou. Ils avaient fait le pari pour ce film d'inverser au dernier moment avant le tournage qui ferait le méchant, qui ferait le gentil. Donc les comédiens se sont préparés, puis juste avant le tournage, ils ont inversé sur un coup de tête. Ça crée quelque chose de particulier. Robert Duval est assez étrange dans le Mais film. qu'est-ce que je joue, moi, finalement? C'est ça. Très bien. Et sinon, à 20h45, ce sera donc un plein soleil de René Clément avec Arlene Delon. Voilà. Sinon, cette semaine à l'Arvor, pendant une semaine, donc à partir de ce soir jusqu'à mardi prochain, c'est leur nouvelle saison Hanabi qui propose 7 films japonais contemporains en sélection en avant-première ou en visionnage. Voilà. Oui, Oui. distribué par ceux qui font le festival. Enfin bref, Ouais, voilà. Bref. il y a sûrement des choses intéressantes Mais oui, sur le cinéma contemporain japonais, mais qui parfois est un peu calibré aussi. Ça dépend. Exactement, qui est calibré effectivement pour les festivals et pour un public. Pour l'export. Voilà. C'est une grande tradition, ça, du cinéma La japonais race. depuis les années 50. C'est ça. Sinon, dans les sorties nationales, demain, eh bien, comédie française en fanfare. Sur Ça, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Sur 7 millions d'entrées. Une comédie française humaniste, je pense. Oui, Plutôt. oui, Je sur pense qu'on n'est un- pas dans la grosse un chef grosse d'orchestre qui est gaudriole, un voilà. peu malade. Il va demander à un frère qui vient de se révéler, qui est joué par Pierre Lotin, le mec des Tuches, pour lui filer un rein. Et là, un peu une collection va se faire entre le prolo du Nord et le mec riche, chef d'orchestre, tout ça. Gag, quiproquo, cœur sur la main. Pourquoi pas. Et succès. Voilà, probablement ça m'a l'air assez bien calibré. Sinon, il y a Vaiana 2, la suite de Vaiana, j'imagine, que je n'ai pas vu, film Disney qui se passe à Tahiti ou compagnie. Assez réputé, non? Oui, qui est une espèce de faux remake de, comment ça s'appelle, ce film de Flaherty Tabou? Non, Moana. De Moana. Moana. J'ai pas eu le premier, je crois que j'ai vu aucun Disney depuis Lilo et Stitch. Alors du coup, en dehors des Pixar, mais donc, du coup, ça remonte un peu quand même. Sinon, pour vous qui aimez avoir peur, il y a Hérétique, nouvelle production A24, si je ne m'abuse, avec Hugh Grant qui fait peur. Voilà, procédé d'une très bonne réputation parce que c'est A24 et parce que Hugh Grant fait des trucs oulala. C'est quoi, c'est un film de serial killer? Aucune idée, j'ai pas poussé mon investigation D'accord. jusque Ok, non, là. désolé. Hérétique, c'est, je sais pas, peut-être sur un mec de Carcassonne qui va péter les plombs, on ne sait pas. Sinon, ça, c'est pour moi, c'est le nouveau film de Alexandra Leclerc, Les Boules de Noël avec Cadmerade. Comédie de Noël, donc Alexandra Leclerc qui avait déjà fait Le Grand Partage, Le Garde alterné, des films avec Didier Bourdon, et là elle change un peu son fusil d'épaule en prenant Cadmerade, mais en fin d'année, ce bon Didier sort aussi un film de Noël. Ouf, l'honneur est sauf. Sinon, il y a Animal de Emma Benestan qui sort demain, qui avait fait un excellent premier film il y a 3 ans qui s'appelait Fragile, un teen movie qui se passait à 7. C'est absolument formidable. Je vous recommande pour son visionnage. Emma Benestan a notamment été une des monteuses que Keshish a surépuisé sur Make to My Love. Autant dire qu'elle s'y connaît sur les tournages difficiles. Donc maintenant, après, aller tourner en Camargue, c'est pas ça qui lui fait peur. C'est un genre de western un peu fantastique autour de la tauromachie. Sinon, un film que clairement je n'irai pas voir parce que son nom est encore un poignard dans mon cœur qui a failli briser l'amitié que j'avais avec des membres autour de cette table, comme par exemple Thibaut, peut-être Simon aussi, je crois, et surtout le grand timonier. Donc, c'est Grand Tour de Miguel Gomez, qui a plus de 10 ans avait réalisé Tabou. Ah non, vous étiez copieusement engueulé. J'ai fait l'horreur moi je n'avais pas vu le film qu'on avait traité dans cette émission. J'ai fait l'erreur d'écouter, de croire les conseils de mes collègues et je suis allé le voir le lendemain. Bon, c'est pas la première fois que je m'engueulais avec Erwan sur un film nul qu'il me recommandait, mais Thibaut, j'avais été extrêmement déçu de ton attitude. C'était pénible. Sinon, il y a les J'ai pas revu depuis. Peut-être que... C'est encore une douleur. Sinon, il y a demain un film qui s'appelle Les Reines du Drame, une genre de comédie musicale queer qui se passe dans le milieu parisien, tout ça. Je pense qu'il y a. Dans un tout autre genre, un documentaire dont nous reparlerons dans 2 semaines, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres. Ah bah tiens, chouette. Voilà, donc... Film de Noël, c'est ça? C'est un film de Noël. Film de Noël, en tout cas, sur lequel il y aura évidemment des choses à dire sur Leni Riefenstahl. Sujet compliqué, mais néanmoins passionnant. Personnalité ambivalente, pourrait-on dire. Alors, je ne dirais même pas ambigu, parce que pour le coup, l'ambiguïté chez Riefenstahl, c'est... Non, c'est pas ambigu du tout. Il n'y a que elle qui y croyait. Par contre, c'est ambivalent. Oui, clairement, c'est fort polyvalent, ambivalent. même, je dirais. C'est fort ambivalent. Et sinon, pour vous, les musicologues, il y a This Search for Meaning, documentaire ou concert sur placebo.
Voilà. Ça intéresse encore des gens, placebo. Ça remplit encore, hein. Ah ouais, Ça marche, ça plaît beaucoup. Bon, tant mieux pour eux. Simon. Je voulais signaler une projection vendredi soir à 19h au TNB de carte blanche autour du cinéma expérimental et notamment des abysses et des fonds marins, mais vus à travers des productions expérimentales qui courent tout au long du siècle dernier, jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça, mais le TNB, à chaque fois que je regarde leur site, j'arrive jamais à savoir quand sont les films et qu'est-ce qui passe. Donc du coup, c'est un peu compliqué de faire la chance. Mais Il faut merci. fouiller. Faut que tu ailles sur Ciné 35, c'est plus clair. Oui, exactement. Nous allons passer à la section. Honteuse pub. Hein. À la Je suis pas section- payé par Ciné oui. 35, je précise tout de suite. À la section critique de cette émission où clairement nous avons trop de classe pour le voisinage. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel. Mais dites-moi plutôt ce que je peux faire. Oui, alors voilà, nous sommes journalistes et nous voudrions savoir où vous avez connu Georges Abitbol. Ah oui, Georges Abitbol. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là, pauvre con? Oui, je l'ai connu à la ferme, on était des cow-boys. On vivait à la ferme, ça n'a rien d'étonnant. On n'avait pas le droit de toucher au film de Kubrick, au film de Clint Eastwood. Voilà, bon. Nous, on s'en foutait un peu. Enfin, il y avait, je sais pas, 14 000 films. Sinon, sur le reste, il y avait carte blanche. Il piquait ce qu'il voulait dans le stock. Bah après, on a eu zéro contrainte, en fait. Hein. Enfin, on a eu une fois une discussion complètement absurde avec le producteur. Enfin, c'était un truc où, enfin, en gros, on faisait boire de la pisse à John Wayne. Et le producteur nous a dit, non, mais ça, c'est vraiment pas drôle, quoi. Et donc, on lui a dit, enfin, dans 2 scènes avant, il mange de la merde, quoi. Il dit, ouais, mais manger de la merde, c'est drôle, mais boire de la pisse, c'est dégueulasse. Donc voilà. Donc, c'était voilà notre contrainte qu'on a eue, quoi. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Dogs avec Too Much Class for the Neighborhood, entouré par un extrait évidemment de La Classe américaine, suivi du documentaire Aux origines de la classe, histoire d'un grand détournement réalisé par Romain Mullard, qui est donc notre invité exceptionnel cette semaine, et qui donc, comme son titre l'indique habilement, revient sur la création et la production de La Classe américaine, film culte s'il en est, qui donc va bientôt fêter ses 31 ans, puisqu'il a été diffusé sur Canal+ le 31 décembre 1993. Donc c'est une production donc Canal, qui est un film de montage de film de la Warner remonté et redoublé pour créer une nouvelle histoire avec probablement les castings les plus impressionnants de toute l'histoire du cinéma. Et donc, qui est un film qui a connu un destin et une destinée assez particulière, parce que comme beaucoup de productions télé de l'époque, c'est un film qui aurait dû tomber dans l'oubli après sa première diffusion télé, et le film, on y reviendra, par la grâce du piratage, a en fait trouvé une deuxième vie avant par des rips de VHS qu'on s'échangeait sous le manteau comme de la bonne cam, allez viens bébé, j'en ai de la bonne, et qui après à l'arrivée de Internet, qui maintenant, une belle invention qui maintenant est sur ordinateur, Thibaut, donc les films ont circulé de main en main, parfois sur des CD gravés, ou alors en peer-to-peer sur la mule, avant de tomber tout simplement sur YouTube, à l'époque où c'était cet Eldorado, où c'était littéralement la foire à la saucisse, et c'est clairement devenu un film excessivement culte, qui a même connu l'honneur d'une restauration entre guillemets par un fan hardcore du film, Sam Ossevar, qui il y a une quinzaine d'années avait entrepris donc de restaurer La Classe américaine, qui donc n'était disponible que dans des rips télé ou des rips de VHS assez crapoteux, on va pas se le cacher. Et donc Romain, tu reviens sur la production de La Classe américaine de Dominique Mézeret et Michel Hazanavicius. Je sais que il y a une quinzaine d'années, on avait souvent regardé le film et souvent cité les répliques de La Classe américaine, comme beaucoup d'entre nous. Et je voulais savoir pourquoi cette idée de faire un documentaire sur la classe américaine, notamment moi, une des questions qui m'a toujours, qui je pense t'a intrigué là-dedans, c'est que tu as toujours été intéressé par la profession de comédien de doublage. Et on sait qu'ils sont vraiment mis à l'honneur dans La Classe américaine. Mais je sais que déjà, quand on était à la fac ensemble, c'est une question qui t'intéressait. Toi-même, tu as travaillé avec des comédiens de doublage, tout ça. Donc je veux savoir, est-ce que ça part de là, ou alors est-ce que c'est absolument autre chose, l'envie de faire un documentaire là-dessus? Je pense que ce que j'aime bien dans le film, cette fascination on a tous une fascination un peu différente pour le film, pour des raisons particulières, pour
la raison pour laquelle, enfin là où on l'a vu, on en parlait tout à l'heure, comment on l'a vu la première fois, ou ce genre de choses. Donc ouais, dans cet intérêt que je peux avoir pour le film, il y a effectivement le doublage, quoi, aussi. Après, ça part pas de là complètement non plus. Ce désir de documentaire, ça part vraiment de la classe américaine en elle-même. Le côté doublage est un plus, évidemment, et c'est vraiment un des éléments les plus fascinants sûrement du film. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était parce que c'est un côté fascinant du film, mais c'est un côté assez connu, assez accessible en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller chercher un peu comment il a été fait, pourquoi il a été fait, et pourquoi il a été tout d'un coup il a disparu aussi vite qu'il est arrivé, et comment et pourquoi il est resté dans les limbes comme ça de la cinéphilie, et qu'il est ressorti plus tard jusqu'à être donc uploadé sur internet, t'as cité YouTube, mais on peut quand même rendre hommage à Dailymotion. Rendre hommage Cocorico à Dailymotion, où c'est vrai que c'est un des trucs qui a eu pas mal de succès sur Dailymotion, qui a permis de le rendre public. C'est vrai qu'il y a derrière la classe américaine, derrière son histoire, derrière les gens qui le voient, toujours cette volonté de le partager, de le faire découvrir. Et donc internet et les plateformes de vidéos, ça a été l'endroit parfait, quoi, pour ce film-là, quoi. Donc pour répondre à ta question, ouais, c'est plutôt d'aller détricoter qu'est-ce qui s'est passé, parce que comme c'est un film un peu mystérieux, justement là-dessus, sur le fait qu'il est un peu secret, que on n'en parle pas trop. Que c'est un film qui n'est pas légalement diffusable. C'est-à-dire que les quelques projections qu'il peut y avoir du film dans des cinémas, par exemple, c'est un film qui ne peut pas avoir de billetterie CNC, justement parce qu'il n'y a pas les droits exploitables sur les 48 longs métrages de la Warner qui sont dans le film. Ouais, il aurait fallu en fait pour qu'il puisse sortir en salle, pour qu'il puisse avoir une exploitation autre que sur Canal+, il aurait fallu renégocier les droits, et renégocier les droits, c'est renégocier les droits avec Canal+, avec les auteurs de la classe américaine, ça pourquoi pas, mais surtout avec les ayants droit de John Wayne, avec les ayants droit de tous les comédiens, avec la Warner Amérique. Exactement, c'est inenvisageable. Et puis voilà, c'est un petit bonbon qu'on n'a pas envie de détruire en l'exposant trop, presque, notamment aux Américains, quoi, qui sont qui aura peut-être du mal à comprendre. Voilà, ouais. Je pense que même sans comprendre la langue, ils doivent bien comprendre que c'est méchant et que ça se fout de la gueule de leur star préférée, je pense. C'est vrai, rien qu'avec les bruitages, certaines situations, certains bruitages, je suis ok, d'accord. C'est après, les Américains, la satire, ils sont pas non plus totalement étrangers à ça non plus, quoi. Non, mais les studios, pas trop. Non, mais c'est vrai qu'en plus, si on est un peu bonnet, on peut s'y laisser prendre, parce qu'avec Romain, il y a 12-13 ans, le film avait été projeté à l'Arvor, au Diapason, qui était présenté par par Antonin Etienne, donc du Cinéma est mort. Il y avait le mec de la restauration, Sam Ausevar, qui était là. C'est le Diapason. C'est le Diapason. Il n'a jamais été rediffusé. Non, si, à Rennes, il a été rediffusé. Je crois l'avoir vu à l'Arvor. Au vieil Arvor. Il me semble que c'était plutôt au Gaumont, justement. C'était dans le cadre de Travelling. C'est à Travelling que je l'ai vu. Quand on l'avait vu au Diapason, toute la salle est en furie, c'était absolument super. Et il y a un mec à la fin du film qui allait voir un type un peu vieux, quoi. Un type un peu vieux, un peu zinzin probablement, qui allait voir Antonin Etienne, qui fait le film était super, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas passé en VO? Ça c'est génial. Il était passé à côté de tout le film. C'est génial. Comme quoi ça marche, hein. On y croyait. Ouais, ça fonctionne, quoi. Puis la VF, quoi. C'est con. Oui, parce que ce sont les mêmes comédiens que John Wayne dans ses versions françaises pendant 20-30 ans. Pareil pour Michou, Marie Fonda, James Stewart et compagnie, tout le monde. Et donc effectivement, tu reviens dans ton documentaire sur l'origine de la classe et de toutes les choses qui sont passées avant le projet même de la classe américaine. Comment est-ce que Meseret et Hazanavicius se sont rencontrés donc, à l'époque où ils bossaient tous les deux à Canal+, fin des années 80.
Hazanavicius bossait avec les nuls sur leurs émissions. Mesret était déjà dans la maison depuis quelques temps. Il a une douzaine d'années de plus que l'autre, et donc ils se sont mis un petit peu ensemble. Ils ont dit on a des films comme ça qui traînent, on peut avoir les droits pour aller faire des films de montage, et leur premier travail ça a été autour de la télé. Donc c'était un court-métrage d'une douzaine de minutes d'Eric contre Superman qui reprenait plein d'épisodes de séries télé, que ce soit d'Eric, Superman, Navarro, Amicalement Vôtre, tout ça pour les mettre ensemble. Très bien d'ailleurs, Roger Hanin dans Navarro dans l'épisode. Et donc, partie de cette expérience qui marche bien, ils vont réitérer l'expérience avec un moyen métrage un peu plus long qui fait une 40aine de minutes. Ça détourne, qui est presque une variation sur l'émission de dessin animé de Canal+, sa cartoon, qui s'appelle aussi La Revanche de Balibalo ou La Vengeance des pervers polymorphes ou un truc comme ça, je crois. Il y a plusieurs titres. Ouais. Voilà, qui est là aussi, pareil, un film de montage redoublé de plein d'essais, de plein de films et de séries différentes, avec des scènes tournées pour l'occasion, avec des animateurs de Canal+, et qui est un peu un galop d'essais, et de voir comment est-ce que ça les amène en fait après à la classe américaine. Ouais, carrément. Il y a donc du détournement de films, donc quelques scènes écrites pour ce court-métrage et tournées donc avec Dana et Payet qui étaient donc les animateurs de Canal+, enfin des animateurs jeunesse de Canal+, et également des détournements de dessins animés en fait. De cartoon, ouais. De cartoon, voilà. Ce qui du coup a plus ou moins fonctionné, enfin ce qui, comme tu disais, servait de galop d'essai aussi. Il leur a permis de voir que finalement c'était pas si marrant que ça de détourner des cartoons. Mais ils sont déjà censés être plus ou moins drôles, ouais. Voilà, ouais. Donc de mettre quelque chose de drôle dans la bouche d'un personnage drôle, ça finalement ça fonctionne pas tellement, ça crée pas quelque chose de nouveau. Alors que c'est ce que dit Lambert, j'ai oublié son prénom, mais qui est Daniel Lambert. Ouais. Daniel Lambert, qui est le frère de LaFace. Donc on voit déjà qu'on évolue dans une certaine galaxie d'humour. Les mecs qui viennent de la radio libre et compagnie, on sent que ça influe aussi sur leur mode de création. Et qu'ils disaient en gros, le seul truc qu'ils voulaient faire en gros, c'est vraiment de faire des blagues et de faire des trucs très drôles, et de dire quand t'as Steve McQueen qui est le mec le plus cool du monde, tu lui fais dire n'importe quoi, tu fais dire Ali allo, il y a de la merde dans le ventilo, tu dis pourquoi s'emmerder, ça marche, c'est hyper drôle, et ça marche avec la réaction du mec en face. Donc c'est vraiment essayer de tester les trucs les plus débiles possibles juste en matant une tonne de VHS. Exactement, ouais. Et c'est bien, c'est cool que tu sois revenu directement sur le fait, sur vraiment la rencontre Hazanavicius-Mesret, parce que c'est aussi ça en fait qui m'intéressait dans l'écriture et la réalisation de ce documentaire, c'est d'aller voir aussi les gens qu'il y a derrière ce film-là. Voilà, parce que donc outre Michel Hazanavicius, bon, évidemment t'as pas Dominique Mesret parce qu'il est décédé en 2016, mais t'as des gens de Warner, t'as des gens de Dune qui est la boîte de production qui a produit donc La Classe américaine. Il y a plusieurs comédiens de doublage, en tout cas pour ceux qui sont encore là aujourd'hui, et donc il y a aussi quelques assistants, tout ça qui viennent, monteurs qui viennent un petit peu de parler de leur expérience, à la fois de ce que c'est que le Canal+ de l'époque, du dégueulis de pognon qu'a la firme à l'époque, et de comment est-ce qu'ils donnent de l'argent en fait pour faire de l'expérimental, presque, parce que c'est la même époque où Canal commence à diffuser L'œil du cyclone, l'émission de Alain Buros, où là aussi on expérimente sur les formes. Autre émission culte aussi, qui n'a existé pendant très longtemps que sous forme de VHS pourri aussi. Hein. C'est autre Graal télévisuel des années 90. C'était l'époque où donc le Canal+ pouvait se permettre de mettre de l'argent pour faire des produits expérimentaux qui n'allaient normalement pas connaître d'autres destinées que la diffusion télé, donc c'est-à-dire mourir assez vite et devenir, comme tu le dis dans le documentaire, des lost media, comme il y en a énormément donc à la télé, mais qui par le temps ont fini par ressurgir. Mais c'est intéressant de voir un petit peu comment est-ce que ça s'est développé, de voir toute cette galaxie de gens assez hétéroclites, à la fois des vieux de la vieille, de la production, du montage, et d'autres un peu plus jeunes, un peu plus fous là-dedans en fait. Thibaut. Oui, moi j'ai une question pour Romain du coup, parce qu'on parle justement de cette galaxie hétéroclite, mais quand tu as engagé l'écriture et la pré-production de ton projet, est-ce que tu as directement pensé à il faut que j'ai Michel Hazanavicius, parce qu'on sait qu'il est très occupé, en plus là il a un film qui sort qui est sorti la semaine dernière, donc bon voilà, en termes d'emploi du temps c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu technique. Oui, ça doit être quand même des vedettes assez difficiles à caler. Mais est-ce que tu as
est-ce que tu as rencontré des difficultés? Enfin, comment s'est passé le processus? Parce que ton film est un pur film d'entretien. Comment s'est passé le processus d'entretien par rapport à cette galaxie, comme tu le disais, purement hétéroclite? Et avec quel argent vous avez fait ça? Où sont les factures, monsieur? Où sont les factures? Alors pour Hazanavicius, ouais, c'est particulier parce que quand j'ai engagé l'écriture du documentaire, je me suis dit, dans le meilleur des cas, dans un cas idéal, si presque sur un malentendu, si j'ai incroyablement de la chance et je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que je l'aurais. Si je m'en donne les moyens, mais c'était vraiment... j'avais pas tablé là-dessus au départ, quoi. C'était, pour moi, c'était vraiment très difficile. D'abord parce que c'est Hazanavicius, qu'il est assez difficilement joignable. Et non pas que j'ai son numéro et qu'il répond jamais, hein. C'est juste que... Comment ça, t'as pas son 06? Pour trouver son contact, il faut se lever de très bonne heure. Et comment... donc à la fois parce que c'est Hazanavicius et à la fois parce que c'était pour parler de la classe américaine. Et même si j'arrivais à rentrer en contact avec lui, j'avais un peu l'inquiétude que... ils disent, je commence à en avoir un peu marre qu'on me parle de la classe américaine. Ouais. J'ai eu un Oscar, j'ai eu plein de succès, on parle toujours de la classe américaine. Voilà, exactement. Donc, surtout qu'en 2020, il a sorti un bouquin avec tous les dialogues du film, enfin vraiment un livre sur la classe américaine. Il a fait une tournée des promos, des plateaux télé dans tous les sens. Et donc voilà, j'étais un peu inquiet qu'il en ait un peu plein le dos, qu'on lui parle de ça, qu'il ne veuille pas prendre du temps sur sa post-prod dantesque de films d'animation. Donc je tablais pas là-dessus, mais j'ai mis toute l'énergie que j'avais à essayer de l'avoir, et ça a payé. J'ai dû mettre vraiment 8 mois entre le moment où j'ai commencé à me dire comment on contacte Hazanavicius et le moment où j'étais devant lui, ce qui est quand même relativement court, mine de rien, mais bon, c'était le moins évident, c'est sûr. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est que les autres acteurs, enfin les autres gens qui ont participé à ce projet-là, ils étaient déjà bien établis dans le métier il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, ils sont un petit peu vieux pour ceux qui sont encore en vie. Donc là aussi, ça a été un petit peu quelque chose de difficile parce que ils n'ont pas Facebook. Enfin, il y en a pas beaucoup qui ont Facebook. Il y en a même qui n'ont pas d'ordinateur. Enfin, et donc c'est voilà, maintenant les pages jaunes, enfin les pages blanches, c'est tout le monde est liste rouge et tout machin. Donc pour aller chercher des anciennes vedettes qui n'ont plus d'existence retraite professionnelle, qui sont en retraite, quoi. Donc voilà, pour aller vite. Donc ça, ouais, c'était des difficultés aussi, mais je me suis dit il faut le faire, quoi. Si je le fais pas maintenant, après, il y aura plus personne, quoi. Et t'as eu une carte d'entrée, notamment par le type de la Warner, non? S'il y en a un qui a pu te servir un peu de relais ou une bonne pioche qui t'a permis? Non, il a fallu que tu ailles un par un comme ça, à la pêche. C'est vraiment un par un. Il n'y en a pas un qui m'a vraiment ouvert des portes. Non, ça m'a vraiment fait me rendre compte que cette espèce de mythe le cinéma c'est de la chance, t'es au bon endroit au bon moment, c'est croisé dans les couloirs et tout. En fait, c'est pas du tout un mythe, et c'est un truc de ouf à quel point un hasard d'agenda, un hasard d'horaire peut débloquer comme ça un projet. Et Hazanavicius, je l'ai eu. Enfin, en tout cas, la manière dont j'ai eu son contact, oui, c'était comme ça, par un hasard, parce que je tournais avec la productrice, enfin pas administratrice, mais l'assistance de Robert Nador, en fait, qui est dans le film. Laurence Hamdi, elle s'appelle, qui est maintenant directrice de post-production. Et donc je faisais mon entretien avec elle, et je dis où est-ce qu'on peut le faire, tout ça. On peut, je sais pas, aller chez vous, aller dans un bar, mais les bars c'est chiant parce qu'il y a du bruit. Puis elle dit si vous voulez, je suis en post-production à tel endroit, tel jour, venez me voir. Et donc en fait, je me suis retrouvé dans
le lieu de post-production le plus prisé de Paris, un endroit incroyable. Du matos de ouf. C'est un truc de... Vraiment, c'est ouf. Et en étant là, en parlant juste avec elle, où je lui disais, ouais, bah non, je vais pas donner Vicious parce que j'arrive pas à la voir, tout simplement. On a croisé une meuf à ce moment-là, et puis... Donc Laurence Hamdi qui était avec moi lui a demandé à elle a dit mais si, mais attends, mais le type qui travaille dans le bureau là-bas, je crois qu'il le connaît un peu, enfin on va voir, et vraiment, en fait c'est le lieu plus l'endroit plus le fait d'oser d'oser demander en fait des trucs. Je cherche machin. Ouais, voilà. Il est là. Et donc, j'aimerais bien voir la scène redoublée par les mecs de la classe américaine. Il y a eu des coups de sonnerie ou pas, des coups de dring, des je peux te le dring, faire, etc. pour avoir des contacts. Mais et donc c'était un peu, c'était un peu difficile dans ce sens-là. Et pour revenir à ce que je disais, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, faut connaître des gens qui eux connaissent des gens, et puis faut se croiser, etc., machin. Et c'est pour moi vraiment ça relevait pour moi un peu du mythe ou du truc de films hollywoodiens où les mecs se rencontrent en soirée et puis se croisent dans un couloir. Ça prenait aussi parce que tu avais préparé ton dossier, tu connaissais très bien le film, tu connaissais son histoire autant que possible puisque tu y travailles beaucoup. C'est grâce aussi à toi maintenant qu'on la connaît, mais tu leur posais pas des questions du tout venant, quoi. Quand tu les contactais, c'était avec des vraies questions qui retenaient l'attention. Non, c'est juste que souvent quand on pose cette question-là, ce qu'on a en réponse, c'est j'ai beaucoup travaillé et je suis génial, donc j'ai réussi à les avoir. J'ai beaucoup travaillé, je sais pas si je suis génial peut-être, mais j'ai aussi du bol. Mais c'est vrai que oui, le fait de savoir un peu de quoi je parlais, en fait, pour aller à on va dire arriver à Zanavicius par exemple, j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une autre personne, qui m'a fait rencontrer une autre personne, et à chaque étape, la personne disait... C'est un jeu de loi, quoi. Ouais, et puis à chaque personne que je voyais, je sentais bien en face que la personne se disait, d'accord, c'est pas le Gugus habituel qui veut faire des répliques à la con, les répliques de la classe américaine, ou dire à Zanavicius, alors, je sais pas quoi, tu vois. C'est, le mec a un projet, c'est solide, c'est construit. Et donc, je sentais que ça a vachement joué, quoi, parce que je rencontrais des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui n'avaient aucun intérêt à m'aider. T'étais entre guillemets personne dans le métier. Complètement. Et puis eux personnellement, j'allais rien leur apporter. Que eux m'aident à être en contact avec telle personne n'allait rien leur apporter non plus. Et donc, en exposant du mieux que je pouvais la logique de mon projet, quoi. Les mecs disaient ah oui, ça peut être cool en fait, et effectivement je vais lui en parler et tout, et donc de fil en aiguille ça fait que j'ai pu le rencontrer sans qu'il ait qu'il soit trop non trop plus méfiant, trop méfiant de qu'est-ce que c'est que ce truc encore, c'est qui se Gus parce qu'il arrive sans producteur, c'est pas une chaîne de télé, c'est pas un machin, c'est donc, avec tout ton matos dans un sac. Après l'avantage, c'est qu'avec ta chaîne, ils ont quand même pu aller jeter un petit coup d'œil aussi, quoi, quand même, pour voir un peu de quelle boîte était fait, quoi. Donc ta chaîne Domitor, rappelons. Oui, c'est vrai. Sur Internet. J'imagine que ça doit, je suppose que il y a sûrement des gardiens du temple qui l'ont fait. Moi, j'ai du mal à hein, croire en fait que justement on puisse quelqu'un qu'on connaît pas, dont on sait pas ce qu'il va, et ok, puis je pense que la première chose qu'ils font, c'est googler pour voir sur quoi ils tombent. Mais quelles sont vos références pour voir sur quoi ils tombent. Peut-être. Et, comme tu dis, des gardiens du temple, des gens qui, des assistants qui, comme des gardes du corps, mais numériques. Mais pour moi, il y a un truc aussi quand même dans ce film-là, moi, qui est important pour moi, quoi. C'est que il y a vraiment ce truc autour de la notion de film culte. Et je pense que l'intérêt, il n'est pas uniquement sur la classe américaine, c'était rigolo, etc. Alors évidemment, tout le processus de fabrication est évidemment très intéressant, mais je trouve que dans ton film, il y a une espèce de truc souterrain qui n'arrête pas de venir, c'est que effectivement, c'est sans doute une des rares œuvres cultes qu'on puisse vraiment considérer culte par son histoire de l'histoire de la télévision française, finalement, quoi. Ce truc qu'il a fallu chercher, faire circuler, cette espèce de Graal. Parce que moi, le souvenir que j'en ai, quand plus jeune, c'est que la classe américaine, effectivement, il y avait ceux qui l'avaient vu.
qui avaient Canal. Et il y a ceux qui allaient le voir. Les potes Bourges, en gros, qui avaient Canal. Il y avait ceux qui l'avaient enregistré. Et il y avait ceux qui l'avaient vu mais qui ne l'avaient pas enregistré. Et donc du coup il fallait attendre des années, ça pouvait prendre des années. Enfin moi j'ai vu ça vachement tard, hein. je sais plus quand j'ai vu ça en premier, mais vraiment ce sentiment d'avoir un espèce de... Moi c'est un peu comme La Bête Lumineuse, moi, tu vois. C'est un peu ce genre de film là, quoi. C'est des films, c'est que tu vois au détour d'un truc et tu dis mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi. et tu regrettes de pas avoir mis une VHS dans ton truc, quoi. Donc je pense qu'il y avait peut-être ça aussi, l'idée de parler finalement de qu'est-ce que c'est qu'un film culte, quoi. Ouais, il y a... Comment se crée un culte, Oui, voilà. En fait, derrière cette expression aux origines de ce film-là, il y a aux origines de sa fabrication. Donc, qui a écrit quoi, qui a donné l'argent, toute cette origine en termes de production. Mais il y avait aussi aux origines dans le sens pourquoi la classe américaine, c'est ça aujourd'hui. Pourquoi c'est un film culte, comment il est devenu culte. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une sorte de mystère autour de lui, alors que maintenant, vraiment, on peut l'avoir en 2 clics. Mais il continue à porter autour de lui comme ça. Aussi parce qu'il est assez représentatif d'un type d'humour Canal+, et de ce que fut Canal+. Il est au croisement de l'esprit Canal, il est au croisement d'une cinéphilie qui est liée à la VF, qui se perd en fait. Aujourd'hui, pour les éditeurs de DVD, c'est plus dur de proposer une VF d'un film que de trouver la VO, parce qu'ils sont tributaires des masters qui circulent. Donc il y a ce culte de la VF. Le 35 aussi. Et puis le culte, pas le culte, mais l'impact de la technologie sur lequel vous êtes revenu, le fait que ça avait une existence sous une forme singulière. Parce que c'est aussi un film, c'est au-delà de la déconnade, en le revoyant, je me suis dit, mais il y a quand même un truc moi, qui m'a toujours plu dans ce film-là, c'est ce côté méta. C'est-à-dire les blagues sur les split screen, les scènes qui sont les plans des hommes du président qui sont rejoués 3 fois alors que normalement c'est interdit dans un film de rejouer le même plan. Et puis je sais plus quel autre truc j'avais repéré aussi. J'avais repéré un autre truc très les interventions sur la trame du film avec les flashbacks dans les flashbacks qui dit qu'ils ont piqué ça. C'est du vol et du plagiat. Les flashbacks dans les flashbacks. Et à la fin on arrive sur une espèce de film de SF avec comment il s'appelle, avec l'acteur qui joue dans Jackie Brown. Avec Robert Foster, avec des trucs odieux, et ça je trouve ça super, moi. C'est tout ce côté méta en fait. En plus c'est intéressant parce que dans le doc ils arrêtent pas de répéter que nous en fait on faisait juste ça parce que ça nous faisait marrer, on s'est dit tiens c'est rigolo de mettre genre pas conscience de mettre genre nichon dans la bouche de alors qu'il y a quand même une très bonne connaissance des codes codes narratifs, quoi, justement. Même on le dit, il est dit dans le documentaire qu'Hazanavicius c'était un cinéphile. C'est un très grand cinéphile et que lui, voilà, il avait aussi la marotte de quand il était gamin. C'est comme toi quand tu tombes sur la première cassette enregistrée de Haute Sécurité avec Stallone, le film devient directement une madeleine. Et ben en fait, voilà, Hazanavicius, ce sont ces madeleines également. Donc, il en parle également très bien. Tu reviens là-dessus dans le doc, en fait, la rencontre justement Hazanavicius et Mesret. Hazanavicius qui est justement un vrai gros cinéphile qui se bouffe des paxons de films alors qu'il est jeune, à l'époque il a 26-27 ans, et Mesret donc qui est un petit peu plus vieux mais qui lui est un mec vraiment politisé, un genre de post-situ, il est très fan des écrits de Debord et justement toute cette art du collage et du détournement qui est propre au situ, la dialectique que peut-être casser des briques, tout ça, et en fait il essaye de remettre ça un petit peu dans le cadre d'un film d'humour extrêmement débile. Ouais, Hazanavicius dit qu'il y avait peut-être une petite part d'entrisme chez Mesret. Assez clairement, il amène des trucs, mais par la déconne. Et il y a cette Révolution d'Octobre. Ouais, voilà, la Révolution d'Octobre. Et il y a cette circulation entre vraiment des grosses conneries, de la politique, mais second degré, mais en amenant quand même des choses. Hazanavicius le dit bien, il y a des idées qui sont bien, des idées politiques qui sont bien. C'est juste que c'est hyper marrant de les entendre dans la bouche de John Wayne. Donc John Stewart qui ne disait pas que le racisme c'est mal. Ouais, voilà. C'est pas bien d'avoir des propos intolérables. Il n'y a pas de tolérance. Et donc il y a cette circulation entre donc du caca pipi, vraiment humour Canal, l'envie de faire des conneries. L'envie de faire passer un message, même si c'est de manière rigolote, et cette dimension cinématographique, parce que Hazanavicius amène ça dedans. Vraiment, quand on regarde la classe américaine en prenant un tout petit peu de recul, il y a de la mise en scène dedans. Ils vont
recréer de la mise en scène dans celle qui existe déjà dans les films, mais ils se servent pas L'intelligence des uniquement... raccords, raccords de regard, exactement, notamment. et de la réflexion. Alors le côté méta dont tu parlais, je suis assez d'accord, mais pas uniquement dans le fait de dire qu'ils sont dans un film, quoi. Le côté. Non, c'est vraiment le côté de jouer sur les principes de narration cinématique. C'est-à-dire, mais comme ce qu'on trouve aussi dans les Z à Z, c'est-à-dire que le matériau filmique devient la source des gags en fait, et pas simplement les situations à l'intérieur du film. On en parlait d'ailleurs, Jim Abrams est mort aujourd'hui. Ah merde, le A des As. Ah, j'avais pas vu. Voilà. J'ai pas vu. Hommage. Ouais, bah, voilà. Je crois que c'est Zucker, je sais plus, il y en a qui est devenu Trumpiste. David Zucker. Ouais, je crois qu'il il fait des comédies Trumpistes maintenant. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais il y a vraiment, en fait, ça joue vachement avec les codes du cinéma, mais sans être coup de coude. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup dans la classe américaine. C'est pas du fanservice. Enfin, voilà, il y a un côté fanservice. En fait, il n'y a même pas l'idée du fanservice. Il fanservice juste parce qu'on connaît tous les acteurs, puis c'est marrant de voir des films qu'on connaît qui sont détournés. Parce que c'est du film à la Eddie Mitchell en fait, les films la sélection des films, ouais, c'est les films de la dernière séance, quoi. C'est-à-dire des films que tu vois quand t'es gamin ou ado. Tu sais, puis au bout d'un moment, tu sais, t'en as vu 5 ans, tu sais plus trop les titres, les machins, tout se mélange un peu, quoi. Ouais, et ça, oui, je suis bien d'accord. Mais ça joue aussi sur la mise en scène, et aussi sur ça parle du langage cinématographique aussi, des réflexes qu'on peut avoir ou qu'on est censé avoir en tant que spectateur. Et il y a une scène qui me fait, moi, assez marrer, mais que je trouve assez parlante à ce niveau-là. C'est à un moment donné où c'est James Stewart, je crois, qui raconte qu'ils ont reçu une lettre quand ils étaient au ranch. Et donc, tu commences à l'entendre en voix off dire voilà, on a reçu une lettre, etc. Et à l'image, on le voit ouvrir la lettre. Et à l'image, on le voit donc ouvrir l'enveloppe et on le voit lire la lettre. Et il y a un silence. Et puis l'interlocuteur lui fait mais il y avait quoi dans cette lettre? Parce que on est censé avoir la voix off de la personne qui lit la lettre, et on n'a pas cette voix off, et il y a cette espèce d'attente de alors tu vas cracher ta lettre. Voilà, et en fait il dit bah non, mais c'est pas moi qui l'ai lu la lettre. Et donc il y a une sorte d'inutilité qui vient en fait questionner de vacuité, ouais, voilà. Non, mais une sorte de réflexe de mise en scène qui vient elle-même se phagocyter par le fait que là elle fonctionne pas, et que les mecs font un discours dessus. Comme les flashbacks dans les flashbacks, au bout d'un moment ça devient le bordel, quoi. Ouais, exactement. Ça se mélange, et puis parfois c'est pas super intéressant, quoi. John Wayne, moi j'ai une réplique que j'adore, c'est quand il fait voilà, c'était mon souvenir. Et c'est vrai que c'est en fait finalement ouais, on s'en fout, quoi. Et j'aime bien aussi ce rapport à la vacuité, comme tu dis, à l'inutilité. L'idée que les formes cinématographiques, en fait, quand elles sont pas assorties d'une nécessité dramatique, en fait, tombent complètement à plat et se révèlent justement dans toute leur artificialité. C'est-à-dire que tu fais un flashback, normalement, c'est censé être parce qu'il y a un truc dans le flashback qui va te permettre de comprendre pourquoi le personnage il est comme il est, quoi. Alors évidemment, si t'as un flashback, j'aime beaucoup le flashback de la vache. Oui, il y a une vache à un moment, elle a un flashback de vache, et donc flashback de vache, c'est juste des vaches à travers un val avec des John Wayne qui tirent au pistolet sur des types, et puis il y a des vaches qui passent, et c'est sans flashback de vache, quoi. Voilà, ça n'a strictement aucun intérêt, mais c'est très drôle. Mais je voudrais souligner une chose que le documentaire de Romain met bien en avant, c'est que tout ça fonctionne aussi parce que toutes ces répliques absurdes, délirantes, pipi caca, etc., sont délivrées avec un sérieux du diable par les comédiens de doublage que Romain a pu interviewer, en tout cas certains d'entre eux. Et donc, il faut aussi saluer ça, ce talent, du vrai professionnalisme. Sur des choses très potaches. De ne pas faire le doublage à la blague, de faire comme s'il faisait un vrai film, des comédiens qui doublent habituellement. Ça, tu en avais déjà de toute façon conscience, parce que tu connais bien leur métier de toute façon, ou ça s'est rendu particulièrement sensible dans les entretiens, parce qu'ils ont l'air d'en parler eux-mêmes? Alors moi, ce que j'aime, un des trucs, encore une fois, que j'aime bien dans la classe américaine, c'est cette haute idée de la comédie, de faire sérieusement un truc extrêmement con. Un truc extrêmement con. C'est là que c'est drôle, en fait. Et ça marche bien parce que justement, les gars sont pas, enfin, tu les sens pas en train de se dire qu'est-ce qu'on est rigolo, quoi. Et ils font le truc le plus sérieusement possible. C'est chiadé. Et tu peux effectivement dire tout ce que tu veux, mettre ce que tu veux comme situation, comme blague, etc.
comme disait Zenicius, dans un cadre qui est bien construit au départ. Donc ça, j'en avais conscience, et c'est une des choses que je trouve cool dans la classe américaine, ce qui fait que ça fonctionne comme un détournement très con, mais que ça fonctionne aussi comme un film. Après, ça m'intéressait justement d'aller poser cette question-là aux comédiens de doublage, de dire, j'aurais demandé quelles indications vous aviez en fait pour jouer ça, parce que de bien faire les voix, de bien les poser, de bien jouer, d'avoir des bonnes intonations, de pas ricaner, etc. D'accord, mais comment ça se concrétise dans la salle de doublage, comment on fait, et puis encore une fois, quelles indications de ces deux jeunes mecs, enfin Zenicius qui est relativement jeune et qui fait déjà preuve d'une énorme maturité dans la comédie. Voilà, comment ça se traduit, quoi. Donc voilà. Ouais. Et tu as eu la chance en plus de pouvoir notamment t'entretenir avec l'un d'entre eux dans une salle de doublage d'ailleurs. Oui, ça c'était super. Avec le directeur justement du doublage du film. Voilà, parce qu'il faut savoir que tous les doublages sont dirigés souvent par un comédien de doublage, en fait, pas parce qu'il en sait plus que les autres sur le doublage, mais juste parce qu'il y a besoin d'avoir cette oreille extérieure, voilà, quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le jeu, quelqu'un qui a du recul, quoi. Et donc il fait la direction artistique, c'est ça. Et donc sur la classe américaine, oui, j'ai eu la chance que le seul comédien français, j'allais dire, le seul comédien masculin, pardon, encore en vie, soit également celui qui a dirigé. Qui fait la voix de Peter. Dirigé le film, qui fait effectivement la voix de Dustin Hoffman. Et que j'ai eu la chance en plus d'interviewer dans un studio de doublage où déjà pour la prise de son c'était incroyable. Oui, c'est toi qui es sensible à ça. Ah ouais, c'était savoureux. Et puis oui, ça met dans l'ambiance même visuellement. Et puis surtout, vu que je savais qu'on allait être dans un studio de doublage, je me suis ramené avec un petit extrait où j'avais fait une bande rythmo en dessous en me disant peut-être que... Oui, c'est vrai qu'aussi sur la facture de ton documentaire, un truc qui est quand même pour le coup assez appréciable, c'est que beaucoup de documentaires, même parfois des films professionnels, quand c'est des films d'entretien, des making-of, il y a régulièrement une image dégueulasse et un son à chier. Et c'est vrai que là... Nickel chrome. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir pour un film que tu as produit, j'imagine, en grande partie sur tes propres deniers, où j'imagine, malgré la fortune qui est la tienne, la production n'était pas florissante. Mais donc, effectivement, d'avoir quand même la volonté de faire un documentaire qui ressemble à un vrai film et qui ressemble pas à une vidéo YouTube prise à la sauvette au PMU du coin. Et de ne pas le couper avec des extraits de la classe américaine qui, en fait, auraient parasité tout ce que ces personnes ont Il y en a quelques-uns parce qu'en fait, tu interviens un peu ponctuellement 3-4 fois en voix off, mais qui sont juste en fait juste pour faire des liens entre différentes sections historiques, on va dire. Et puis qui viennent en fait capturer un morceau de l'image à chaque fois, et qui vient en fait finalement disparaître derrière les pixels de la télé cathodique, quoi, pour se... En fait, c'est la matière du film qui m'intéressait. Ce qui permet aussi de contourner peut-être des problèmes de droit sur les images. Ouais, c'est pas ça qui m'a... Ça donne surtout très envie de revoir la classe américaine dans la foulée. Voilà, dès le début de l'écriture, ma volonté, ça a été de ne pas mettre d'extrait de la classe américaine dedans. Alors, d'extrait, c'est... là, on voit des bouts d'images. Oui, mais on voit pas un extrait d'une minute, une extension. Voilà. Disons que t'en mets pas systématique. Enfin, tu vois, t'en mets pas à chaque fois qu'il y en a un qui dit il y a cette scène-là, il y a cette blague-là. Mais quelque part, il y a un côté presque... moi je trouve qu'il y a presque un côté où tu dis au spectateur écoute, t'es bien gentil garçon, mais tu vas d'abord aller regarder la classe américaine, tu vas me soigner cette mauvaise peau et puis après tu te permets, quoi, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce sentiment là, mais que moi je trouve très bien. C'est à dire que si tu veux voir moi je pense que c'est vachement mieux de voir le documentaire après avoir vu voilà, je pense qu'il faut le en faire, même temps que la classe américaine, évidemment. Si vous n'avez pas encore vu la classe américaine, qu'est-ce que vous avez foutu de votre adolescence ou de vos années de fac? Non, faut le voir en sandwich, quoi. Je pense que c'est cool d'avoir déjà vu la classe américaine, forcément, comme tu vas comprendre quand même plus de trucs, mais c'est cool de le revoir juste après aussi, parce que ça résonne différemment. Vous avez compris, pour une bonne soirée, vous regardez la classe américaine, le documentaire de Romain, et vous remettez la classe américaine derrière. Ça va vous prendre même pas 3 heures. Donc...
Mais moi, je mets une mention spéciale à l'actrice qui double Lorraine Bacall. Je pense que c'est parce que j'adore la scène avec Lorraine Bacall où elle dit des choses horribles. Où elle dit des choses horribles à Dustin Hoffman. Je vous montrerai mes fesses et puis après je vous embrasserai. Quoi. Simon. Oui, non, je voulais revenir sur les interventions de Romain dans le documentaire qui servent justement à créer une caisse de résonance sur certains des enjeux qui sont soulevés dans les entretiens, qui aussi permettent de saisir en quoi c'est un objet culte, mais ça on l'a déjà dit, en quoi aussi c'était tributaire des enjeux technologiques sur ces 30 dernières années. Donc ça c'est aussi à cela que sert le montage et la prise de parole de Romain que j'ai apprécié dans le document. Et puis je voulais noter, puisqu'on s'approche de la fin, pour évoquer la fin aussi, sans trop dévoiler, mais le documentaire de Romain aussi fait bien comprendre quel impact ça a pu avoir sur certaines des figures rencontrées, notamment sur le plan professionnel et surtout du côté d'Hazanavicius, en fait, en quoi ça a influé sur sa propre manière de faire. Et sur beaucoup d'aspects, c'est ça qui est très appréciable. Il a vraiment pris le temps de revenir, bien sûr, sur le côté professionnel. C'est presque une carte de visite désormais. En tout cas, ça l'a été à un moment, même s'il est un peu singulière. Et puis aussi, qu'est-ce que ça lui a appris du métier, mais vraiment les mains dans le cambouis, sur des enjeux de montage, mais vous les avez déjà évoqués. Et c'est bien qu'on ait le temps, comme ça, dans le documentaire, de revenir quand il parle là-dessus. notamment des plans Stoneface, en fait, ce qui est exactement. drôle quand t'as un mec qui dit des horreurs et que tu fais un contre-champ sur un mec qui est impassible. Tu regardes après des extraits d'OSS 117, bim, ça fonctionne totalement. Ça fonctionne totalement. Pour moi, OSS 117, le deuxième notamment, c'est celui qui est le plus. C'est vraiment celui où j'avais vraiment ressenti, moi, la même énergie, justement, que dans la classe américaine. Quoi. Après, la classe américaine, on regarde sur les réseaux, c'est quand même une usine. C'est une usine à même, notamment celui de pas mal non c'est français de Orson Welles, même le monde de merde. C'est pas évoqué dans le film. De merde, c'est peut-être une des répliques les plus cultes du cinéma français maintenant. Tu n'as pas voulu après rentrer dans l'enjeu. La classe américaine, c'est culte, mais c'est rentrer aussi dans les codes de la pop culture, dans les codes d'une culture numérique qu'on voit franchement tous les jours, parce que le même de Orson Welles, il est sorti à tire-larigot dans tous les contextes. De partout pour tout et rien dire. Toi, tu n'as pas voulu rentrer là-dedans un petit peu? Au départ, dans l'écriture, c'était très très clair et c'était même une grosse partie au départ dans l'écriture. J'étais censé vraiment bien l'évoquer et surtout voir dans quelle mesure il a influencé la pop culture. Et j'ai collecté vraiment partout, toutes les œuvres de culture dans lesquels on y fait référence, quoi. Et au final, avec les entretiens, avec la direction que ça a prise, ça faisait presque office d'aparté dans le film. Et donc ouais, j'ai un peu mis ça de côté et je suis resté sur le côté cinématographique des tournements. Ouais. Mais c'est vrai que je le dis juste dans l'introduction pour justement pas passer trop de temps dessus, mais pour dire ça a influencé la culture populaire. Ce sera ton prochain doc. Voilà, ça te fait une suite. Rapidement, Romain, tu as 30 secondes. Donc le film a une sortie en salle à Rennes à la fin de la semaine et après tu auras plusieurs potentielles diffusions en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc restez branchés, Romain sera en tournée nationale sur les routes pour présenter son documentaire et la classe américaine. Merci beaucoup, monsieur Mullard. Merci de m'avoir reçu, c'est très sympa d'être ici. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Coup de cœur, carrément Fleuret. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être Il Bucco de Michelangelo Framartino, sur la découverte de, à l'époque, le troisième gouffre le plus profond du monde. J'ai envie de dire un film univers. Exactement, dont on avait parlé ici dans l'émission et qui est actuellement sur Arte. Ouais, exactement. Tout simplement, mais c'est déjà beaucoup. Gestion du son hallucinante, dimension ethnographique, dimension scientifique, une très très belle mélancolie. Voilà. Se poser, ne pas parler, explorer. Docteur. Alors moi, ça sera le court-métrage Le Petit Hérisson dans le brouillard de Yuri Norstein, qui est un film de 75 soviétique et qui est un peu un modèle d'animation, notamment avec les deux trucs les plus chiants à animer, le brouillard et l'eau. Voilà. Et donc il y a les films j'ai vu ça hier à l'Arvor, les 5 ou 6 films qu'il a réalisés vont ressortir sous forme de programme au mois de décembre. Donc vous pourrez pour les petits et les grands. Exactement, vous pourrez voir des films de Yuri Norstein, artiste rare mais qui est un des grands noms de l'animation mondiale. Merci. Simon.
Alors d'abord, je plus sois le choix de Thibaut. Il Bucco est un film extraordinaire. Moi, ce sera un album, le dernier album de Body Count Merciless, qui est assez cinématographique puisqu'il a fait un usage immodéré des samples. Et puis la course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel, une production Roger Corman, qui est assez criard, mais qui sur le plan politique est d'une violence assez réjouissante. Stallone et David Carradine. Effectivement, on est en 75, donc c'est la pleine époque des rollerballs et compagnie, et c'était un vrai plaisir, et un vrai film de montage. On sent qu'on est dans l'esprit un peu de Joe Dante, peut-être avec moins d'humanité, mais une violence assez frontale, assez réjouissante. C'est assez bourrin, mais ça m'a réjoui. Merci beaucoup. Romain? Moi, ce sera le documentaire Clapboard Jungle. Surviving the Independent Film Business. Exactement, qui est un type qui fait un film sur lui-même, qui en fait se documente en train d'essayer de percer dans le cinéma. Un type un peu loser, qui fait des films qui sont pas terribles quoi finalement, mais qui lâche rien et qui essaye vraiment de percer dans le cinéma indépendant avec tout ce que ça implique en termes financiers, et c'est pas mal, c'est vraiment intéressant, c'est édifiant aussi sur l'économie. Merci beaucoup. Alors moi, ce sera la clepsydre de Wojciech Has, film polonais, où les Polonais, une fois de plus, nous montrent qu'ils sont très très forts pour ne absolument pas donner envie d'aller dans leur pays. Tu l'as vu en salle Non, j'ai loupé en salle, malheureusement. J'ai vu après qu'il passait, et du coup j'ai regardé chez moi malheureusement, mais voilà. Film quand même assez foufou, on peut le dire. Merci beaucoup messieurs, merci encore énormément Romain d'être venu pour nous parler de la classe américaine, de Aux origines de la classe, qui passe ce dimanche à l'Arvor dans le cadre des films du dimanche soir, et bientôt en tournée nationale voire mondiale. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. Vive la Révolution d'octobre, je crois que c'est typiquement du Dominique Mézeret, vraiment dans le texte, quoi. Moi, ça me fait plutôt mal, mais ça se résume vraiment à un mec qui a un drapeau rouge, il lève son drapeau ou son chiffon, je sais plus. Et on n'a pas tellement l'occasion d'entendre Vive la Révolution d'octobre. Donc, dans la bouche de Cowboy, c'était plutôt marrant. Sachant que la Révolution d'octobre est arrivée 40 ans après les Cowboys. Donc, en revanche, Monde de merde, qui, je pense, je me souviens pas, mais je pense vraiment que c'est Dominique Mézeret qui a écrit, qui a dû trouver ça, parce que c'est vraiment sa philosophie. Je pense que rarement on a dit autant de vérité dans aussi peu de mots, quoi. Avec Dominique, on était fans de Guy Debord et des situationnistes et des films des situationnistes. La dialectique peut-elle casser des briques et les petites culottes en été. Et du coup, on était là, c'était un mélange un peu de ça et de choses très déconnantes, très voilà. Dominique il avait 12 ans de plus que moi, il était plus je dirais plus politisé, plus radical, plus plus radical, quoi.